Aristote, le traité de l'âme. L'intellect passible. Voyons maintenant la partie de l'âme par laquelle l'âme connaît et comprend, que cette partie soit séparée ou même qu'elle ne soit pas séparée selon l'étendue mais seulement logiquement. Nous avons à examiner quelle différence présente cette partie et comment enfin se produit l'intellection. Si donc l'intellection est analogue à la sensation, penser consistera ou bien à pâtir sous l'action de l'intelligible, ou bien dans quelque autre processus de ce genre. Il faut donc que cette partie de l'âme soit impassible, tout en étant susceptible de recevoir la forme. Qu'elle soit en puissance, telle que la forme, sans être pourtant cette forme elle-même, et que l'intellect se comporte par rapport aux intelligibles de la même façon que la faculté sensitive envers les sensibles. Par suite, pensant toute chose, l'intellect doit nécessairement être sans mélange, comme le dit Anaxagore, afin de commander, c'est-à-dire de connaître. Car en manifestant sa propre forme à côté de la forme étrangère, il met obstacle à cette dernière et s'oppose à sa réalisation. Il en résulte qu'il n'a pas non plus d'autre nature propre que celle d'être en puissance. Ainsi, cette partie de l'âme qu'on appelle intellect, et j'entends par intellect ce par quoi l'âme pense et conçoit, n'est en acte aucune réalité avant de penser. Pour cette raison aussi, il n'est pas raisonnable d'admettre que l'intellect soit mêlé au corps, car alors il deviendrait d'une qualité déterminée, ou froid ou chaud, ou même posséderait quelque organe, comme la faculté sensitive. Or, en réalité, il n'en a aucun. Aussi, doit-on approuver ceux qui ont soutenu que l'âme est le lieu des idées, sous la réserve toutefois qu'il ne s'agit pas de l'âme entière, mais de l'âme intellectuelle, ni des idées en entéléchie, mais des idées en puissance. Que l'impassibilité de la faculté sensitive et celle de la faculté intellectuelle ne se ressemblent pas, cela est clair, dès qu'on porte son attention sur les organes sensoriels et sur les sens. Le sens, en effet, n'est plus capable de percevoir à la suite d'une excitation sensible trop forte. Par exemple, on ne perçoit pas le son à la suite de sons intenses, pas plus qu'à la suite de couleurs et d'odeurs puissantes, on ne peut voir ou sentir. Au lieu que l'intellect, quand il a pensé à un objet fortement intelligible, ne se montre pas moins capable, bien au contraire, de penser les objets qui le sont plus faiblement, la faculté sensible, en effet, n'existe pas indépendamment du corps, tandis que l'intellect en est séparé. Mais une fois que l'intellect est devenu chacun des intelligibles, au sens où l'on appelle savant celui qui l'est en acte, ce qui arrive lorsque le savant est de lui-même capable de passer à l'acte. Même alors, il est encore en puissance d'une certaine façon, non pas cependant de la même manière qu'avant d'avoir appris ou d'avoir trouvé, et il est aussi alors capable de se penser lui-même. Puisque la grandeur est différente de la quiddité de la grandeur, et l'eau de la quiddité de l'eau, et il en est ainsi de beaucoup d'autres choses, mais non de toutes, car pour certaines il y a identité, on juge de la quiddité de la chair et de la chair elle-même, soit par des facultés différentes, soit par des manières d'être différentes de la même faculté. Car la chair n'existe pas indépendamment de la matière, mais elle est comme le camus, telle forme dans telle matière. C'est donc par la faculté sensitive que nous jugeons du froid et du chaud, ainsi que des qualités dont la chair est une certaine proportion. Par contre, c'est par une autre faculté, ou bien séparée de la précédente, ou plutôt se trouvant avec elle dans la même relation que la ligne brisée, une fois redressée, avec la ligne brisée elle-même, que nous jugeons de la quiddité de la chair. De même encore, dans les cas des êtres abstraits, le droit est analogue au camus, car il est joint au continu. Mais sa quiddité, si du moins la quiddité du droit est différente du droit, est tout autre chose. Mettons que ce soit par exemple la dyade. C'est donc par une faculté différente, ou plutôt par une manière d'être différente de la même faculté, que nous les discernerons. En général donc, comme les objets de la connaissance sont séparables de leur matière, ainsi en est-il des opérations de l'intellect. Mais on pourrait se poser la difficulté suivante. Si l'intellect est simple et impassible, et si, comme le dit Anaxagore, il n'a rien de commun avec quoi que ce soit, comment pensera-t-il, puisque penser, c'est subir une certaine passion? En effet,
c'est en tant qu'une certaine communauté de nature appartient à deux facteurs que l'un, semble-t-il, agit et que l'autre pâtit. Autre question. L'intellect est-il lui-même intelligible? Ou bien, en effet, l'intellect appartiendrait aux autres intelligibles, si ce n'est pas en vertu d'autre chose que lui-même qu'il est intelligible, et si l'intelligible est une chose spécifiquement une. Ou bien, mêlé à l'intellect, il y aura quelque élément étranger qui, comme pour les autres intelligibles, le rendra intelligible. Ne faut-il pas plutôt reprendre notre distinction antérieure de la passion s'exerçant grâce à un élément commun et dire que l'intellect est en puissance d'une certaine façon, les intelligibles eux-mêmes, mais qu'il n'est en entéléchie aucun d'eux avant d'avoir pensé? Il doit en être comme d'une tablette où il n'y a rien à écrire, où il n'y a rien d'écrit en entéléchie. C'est exactement ce qui se passe pour l'intellect. De plus, l'intellect est lui-même intelligible, comme le sont les intelligibles. En effet, en ce qui concerne les réalités immatérielles, il y a identité du pensant et du pensé, car la science théorétique et ce qu'elle connaît sont identiques. Quant à la cause qui fait qu'on ne pense pas toujours, il reste à la déterminer. Par contre, dans les choses qui renferment de la matière, c'est en puissance seulement que réside chacun des intelligibles. Il en résulte qu'à ces dernières choses l'intellect ne saurait appartenir, car l'intellect n'est puissance de choses de ce genre qu'à l'exclusion de leur matière, tandis qu'à l'intellect, l'intelligibilité appartiendra.